Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une belle collaboration de l'Association des auteurs des Laurentides avec la TVCL qui nous permet de rencontrer de merveilleux écrivains et écrivaines comme aujourd'hui Gabrielle Filto-Shiba. Bonjour Gabrielle. Bonjour Martine. Gabrielle a écrit un triptyque, on dit une trilogie oui, ou un triptyque, qui a commencé par Encabané. Alors, Encabané, Sauvagine, Bivouac. Et elle vient de sortir La forêt barbelée, un recueil de poésie. D'entrée de jeu, je veux te dire, Gabrielle, que j'ai été profondément émue, touchée, bouleversée, enragée, par tout ce que tu as écrit. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Et il est important pour moi, car j'aime bien donner des thèmes à mes émissions, que nous parlions tellement en profondeur de ça parce que c'est important et c'est ce dans quoi nous sommes actuellement dans notre monde, dans notre société, la sauvegarde, la protection de la faune, de nos forêts. Premièrement, première question qui ne sera pas trop dérangeante, je crois, parce que je crois que c'est assez évident. Je voudrais savoir quelle est la part de vérité. La question qui tue. Oui, à tout ce qui... d'avoir la part de vérité dans tes écrits quant à toi, à ta vie, à toi, à travers les trois. Parce que, je vais préciser une chose, ils peuvent se lire individuellement, mais je vous conseille de commencer et de les lire les uns après les autres, parce que dans le deuxième et le troisième, on retrouve, il y a des choses essentielles à savoir pour vraiment bien en profiter. Alors, quelle est la part de vérité dans Encabané de toi, ta part à toi? Je dirais un bon 95 %. Donc, oui. Raconte-nous ce qu'est Encabané. L'Encabané, c'est toi. Oui, bien, le titre dit tout, hein? On est dans une cabane, on est dans le quotidien très simple d'une femme qui a décidé de quitter la ville, qui a vraiment tout largué, sa carrière, son appartement, sa famille, tous ses repères, pour aller se réinventer dans la nature. Alors, je raconte ce qui m'est arrivé en 2012, juste après la crise étudiante. J'en avais vraiment ras-le-bol de la canicule, de la vie accélérée. Puis j'avais comme réussi, entre guillemets. Je venais de décrocher mon baccalauréat, j'avais eu mon stage en traduction, je commençais à travailler dans un cabinet, tout allait bien, mais ma fenêtre donnait sur un mur de briques. Puis à l'intérieur de cette cour-là, qui était de l'autre côté de ma fenêtre de bureau, il y avait un arbre qui semblait prisonnier de la cour intérieure. Puis je m'identifiais à cet arbre-là. Je me disais, est-ce que je vais passer les 25 prochaines années de ma vie ici, avec cette vue-là? C'est ça la réussite? J'ai dit, je pense que j'ai besoin de vacances. Je vais aller... où est-ce que j'irais au Québec? Puis là, je me suis dit, Kamouraska, parce que le roman d'Anne Hébert m'est revenu en tête après toutes ces années. Puis, ben, je conseille pas d'aller à Kamouraska parce que je pensais rester une semaine, puis ça a duré 8 ans. Mais finalement, je suis devenue écrivaine là-bas, alors la nature m'a inspirée à ce point-là. Donc, c'est ce qu'est Encabané. Vient ensuite Sauvagine, d'ailleurs, ce livre pour lequel tu es en lice ou tu étais en lice pour un prix oui. France-Québec. Raconte-nous juste cet honneur avant que nous plongions. Alors, il était en lice pour le prix France-Québec l'année dernière, puis ça m'a permis, en fait, de percer le marché français. Là. Maintenant, Sauvagine, qui est paru aux éditions Stock, est en lice pour 2 prix, le prix des libraires et le prix Orange. En France? En France. Alors, c'est... je me pince à chaque jour, je touche du bois. Pour une Québécoise, de se rendre aussi loin, c'est vraiment... je te le souhaite grandement. Mythologique, en fait. Mais je te le souhaite grandement. Ton écriture est très sensible et très belle. Et les Français sont friands de nos grands espaces, de notre Nord, de nos activités québécoises.
Alors oui, bien sûr, c'est presque normal qu'il saute sur Sauvagine, mais comme tu l'as si bien dit, nul n'est prophète en son pays, mais ça nous prend souvent ça pour après ça revenir chez nous et que tout d'un coup les portes s'ouvrent. Oui. C'est une petite merveille, Sauvagine. Alors, je répète ma question, quelle est la part de réalité lorsqu'on entre dans Sauvagine? Parce que là, on entre dans le cœur du sujet. Ici, tu es seul. Dans Sauvagine, tu y fais des rencontres significatives, extraordinaires, entre autres avec une agente de la protection de la faune et de la forêt, avec qui tu te lis d'amitié, d'amour profond pour ce que vous avez entre autres, de commun. Quelle est la part de réalité dans Sauvagine? Ça, c'est une question personnelle. Moi, j'ai besoin de savoir. Bien, Sauvagine a commencé par un incident dans ma vie. Je pensais pas écrire une suite. Je pensais pas que ce serait un triptyque, en fait. Mais moi, j'ai une chienne qui est à moitié husky, à moitié coyote. Puis, bon, qui se nomme Coyote. Qui se nomme Coyote dans le roman. Et malheureusement, ben, elle s'est prise dans des pièges de braconniers dans la forêt, juste derrière la cabane où j'habitais. Puis c'est quand j'ai retrouvé ma chienne après 12 heures d'agonie, là, je l'entendais hurler sous le vent, mais avec l'écho, je savais pas était où exactement. Alors j'ai passé des heures vraiment là, presque à ramper dans les broussailles pour essayer de me frayer un chemin jusqu'à elle. Puis la scène d'horreur que j'ai découverte vraiment m'a inspirée. Au début, c'était un article dans le journal local. J'avais envie de choquer mes concitoyens puis de dire, regardez ce qui est arrivé à mon animal que j'aime comme un enfant. Regardez ce que les braconniers font dans nos forêts, vraiment en laissant des déchets en place, puis des pièges à dents parfois qui sont illégaux. Alors, je voulais dénoncer, mais à la toute dernière minute, je me suis rétractée. J'ai dit « Ah non, faut pas que je fasse ça, je vais me mettre tout le monde à dos au village parce que j'arrivais de Montréal. Moi, j'étais l'écologiste qui débarque avec ses grands sabots. » Alors, je me suis dit, quelle vengeance serait encore meilleure, vu que légalement, je peux rien faire, les lois sont laxistes. J'ai décidé d'écrire un roman. Puis là, c'est très drôle parce que ma vengeance, elle devient mondiale. Là. Sauvagine, c'est un peu mon fer de lance. Là. Grâce au prix France-Québec, là, il est en train d'être traduit dans à peu près 6-7 langues et ça continue. On l'adapte en film aussi là, cette année. Wow! Alors, ça, je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir au cœur une mission intérieure de se dire, moi, je voudrais défendre ça parce qu'il y a trop d'horreur là-dedans et on en lit des horreurs, des horreurs très réelles. Là. Il y a rien d'inventé sur le braconnage. Ensuite, un peu plus tard, ça va être sur la déforestation, les coupes à blanc, etc. Et l'inaction de notre gouvernement à changer les lois ou à mettre des lois en place pour changer les choses. Alors, Sauvagine, c'est ça, c'est la réalité. Et les rencontres sont-elles réelles? Cette belle amie qui défend les... Oui. c'est une vraie. Et puis, évidemment, Lionel, son papalou, dans le fond, qui est un homme des bois et tout ça. Et le chien, donc, Coyote et tout. Donc, je voulais un homme bon, en fait, pour équilibrer le personnage du braconnier qui était assez diabolique, merci. Oui. Oui, puis, parce que c'était diabolique. Je l'ai mené comme une enquête, ce livre-là. C'est plus un polar qu'un roman de nature writing, là, comme on dit, d'observation de la nature. C'est vraiment comme une traque, puis c'est une chasse à l'homme qui est renversée. Et c'est très captivant. C'est très captivant, mais on est ancré dans la réalité et ça provoque en nous des tas d'émotions. Si tu permets, écoute, il y a plein de passages que je pourrais lire. Qu'est-ce que je vois ici? Je broie du noir, déchiré par les conclusions démoralisantes de l'âge adulte. La bêtise humaine est si grande, la cruauté animale tellement banalisée. Tant qu'il y aura des vaches laitières enchaînées, des pièges qui servent à capturer des bêtes sans aucun sens du respect de la vie et de la mesure, de la machinerie lourde qui bûche à blanc la forêt boréale, mais surtout des lois vétustes qui laissent le champ libre à ces industries, il y aura des femmes comme moi qui commencent à penser que la seule solution est de répondre au feu par le feu. J'ai le moral bousillé.
comme disait Anouk B. dans son journal, le bois est en train de devenir pour moi aussi un lieu de détresse et de désenchantement. Et des passages comme ça, il y a de quoi d'abord, on est de tout cœur avec toi. Et il y en a plusieurs passages. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut le lire, pour voir où on en sait. Quelle est la réalité des choses? Nos artistes le chantent, le crient, Desjardins le hurle à travers ces chansons. Toutes nos communautés autochtones le mentionnent, se battent, évidemment dans tout leur pacifisme, mais il est temps qu'on réagisse à ça. Et pour moi, ça, c'est un grand porte-parole. Et je trouve ça vraiment extraordinaire que tu aies écrit ça. Merci. Le troisième, bivouac. Je répète ma question. Quelle est la part de réalité dans le troisième tome de ce magnifique triptyque? Bien, on tourne encore autour de 80-90% parce que je change les noms des personnages, mais je mets les vrais noms de rang. Alors, mes amis qui sont au Kamouraska, ils sont contents parce qu'on vit comme un documentaire. Hein. On peut même se promener sur la 287. Oui, je l'ai cherché, la 287. Qui mène à Gros-Pin, l'arbre ancien. Tout le monde veut savoir il est où. Oui. L'Anse-Pleureuse. L'Anse-Pleureuse en Gaspésie. La ferme Oléane. Oui. Etc. Donc, tout ça, c'était donc dans le tangible. Là, on va à ce moment-là plus loin. Là, c'est la rencontre des militants, d'un groupe de militants qui va évidemment à la défense de ces compagnies forestières qui veulent bulldozer la forêt. Alors, parle-nous de ça et de ton lien avec cette cause, avec ces gens et où nous en sommes. Mais comme tout le monde, j'avais vu l'Erreur boréale quand c'est sorti, je pense dans les années 90. Puis ça m'avait bouleversée parce que j'avais cette image très romantique de la forêt qui est infinie, peuplée d'animaux magnifiques. Puis en réalité... De beaux arbres centenaires et plus. En vérité, c'est plutôt un charnier là, qu'on a laissé derrière, puis qui a de la difficulté à repousser. Puis même, je suis allée planter des arbres. Tu sais, au début de ma carrière de romancière, je mangeais un peu mes bas. Alors, je suis allée planter mes arbres pour compléter mon année. Puis, je voulais aussi aller voir les copas blancs. Je voulais aller voir si c'était encore... Parce qu'on n'appelle plus ça comme ça. Ils ont inventé un joli nom qui veut rien dire, finalement, là, mais c'est du pareil au même. On laisse peut-être quelques branches au sol, mais, ou en bordure des routes, on laisse ces arbres en bordure des routes, puis quand on passe la haie d'arbres, c'est la coupe à blanc. Oui, puis on a vraiment l'impression d'arriver sur la Lune, puis on entend comme la forêt qui tremble, puis les racines qui soufflent. Puis moi, je suis quelqu'un de sensible, ça m'a vraiment bouleversée, puis j'avais envie de témoigner de ça. Puis en fait, je me suis dit, j'ai le devoir de témoigner parce que on dirait que ce débat de société-là, il est derrière nous, alors que on nous montre encore des augmentations de coupes à chaque année. Puis dans Bivouac, je raconte plusieurs plans. Il y a un plan qui se passe en forêt, une partie du livre qui se passe en forêt. Il y en a une autre aussi qui est à la ferme Orléans. On est dans une commune biologique, des jeunes qui essayent d'être une relève agricole puis qui ont de la difficulté à réconcilier la productivité avec ce mode de vie-là ancien qui nous interpelle beaucoup. Puis, je voulais y aller graduellement. Hein. Cabané, on est dans la vie solitaire. Sauvagine, c'est une histoire d'amour entre deux femmes aussi qui est très forte. Puis Bivouac, c'est la communauté. C'est la communauté qui s'installe autour de Gros-Pin, un arbre de 450 ans qui existe pour vrai, puis que je voulais protéger. Je me suis dit, si je le rends populaire d'une quelconque manière, un jour, il va peut-être avoir un sentier comme il y a pour les séquoias en Californie. Moi, je rêve de sentiers vers nos arbres anciens partout au Québec. Parce qu'à ce moment-là, si on leur donne un nom, puis si on va les enlacer, puis on prend des photos, puis on leur dédie des œuvres, ils pourront plus être coupés. Tout le reste de la forêt va peut-être être coupé, mais ceux-là et ces îlots de forêt ancienne-là vont rester. Il y en a marre de faire des planches, n'est-ce pas? Il y en a marre, oui, vraiment. Il y en a marre de faire des planches et sans prendre en considération, en fait, la richesse, la beauté de ces arbres absolument extraordinaires. Et ce n'est pas notre seule... La lutte des Québécois, c'est la lutte, évidemment, dans l'Ouest
l'Est canadien, c'est la même chose, en Australie aussi. Donc, c'est vraiment un mouvement qui doit résonner, auquel on doit porter attention. Il faut secouer les gens. Ça n'a aucun bon sens. Oui, puis je pense qu'on a un devoir aussi, que tu l'as bien nommé. Là, nous, on a hérité, entre gros guillemets, de ces terres-là, des Premières Nations. Puis on a un devoir de laisser la nature dans... Il faut que ça soit habitable pour les 7 générations futures. On dirait qu'on pense à court terme au Québec, oui. Mais c'est dans le long terme là, que tout peut basculer. Là. Vous demeurez à Val-David? Oui. Avez-vous toujours votre cabane à Kamouraska? Non, c'est fini? Non, mais je vais en bâtir une autre dans les Laurentides, là, pour écrire. Parce que maintenant, il y a une petite fille, oui. Flora d'ailleurs. D'où l'importance d'être dans un village. Oui, absolument, l'importance d'être dans un village. Est-ce que, ben déjà, j'imagine qu'elle est à l'affût déjà des beautés de la nature, de ce qui l'entoure. Et puis, bon, on sait que Val-David est une communauté très près, très humaine, très près de ses gens et de sa nature. Comment vivez-vous ça, une vie maintenant quand même établie, hein? Pour voir grandir la petite, pour voir grandir la famille peut-être. Comment vous continuez à écrire? Vous ne vous sentez pas trop, tu ne te sens pas trop dépaysé de ton environnement premier où tu as écrit? J'ai l'impression que Kamouraska, c'était un chapitre important de ma vie. Il n'est pas terminé. Je vais peut-être aller prendre ma retraite là un jour, mais j'avais envie de connaître d'autres forêts. Alors là, j'étais dans une forêt d'épinettes, de conifères, très froide. Là, je suis entourée de feuillus, de pins blancs. Puis, avec mes droits d'auteur, je suis en train de protéger un sommet dans les Laurentides. Alors, je viens juste d'acheter ça avec mon amoureux. Puis vraiment, là, le fait qu'il y ait des traductions, puis le film qui s'en vient, moi, mon but dans la vie, c'est d'être cohérente. Oui, c'est de faire comme Henri David Thoreau, dont je m'inspire beaucoup, qui est le père de l'écologie. Finalement, il a écrit des textes il y a 200 ans qui ont très bien vieilli. Hein. Il nous avertissait à l'époque. Il voyait venir là, ce dans quoi on vit aujourd'hui. Puis ben moi, je vais avoir une approche cohérente. Alors, d'où l'importance de planter des arbres parce que j'utilise énormément de papier. Mais aussi, je parle de protection du territoire, mais je pense que chacun, à la hauteur de ses moyens, puis même ça peut être juste un jardin, un potager dans sa cour, on a un devoir de réapprendre ce langage-là avec le vivant, de retourner dans la forêt, de prendre des grandes respirations, puis de voir à quel point notre stress tombe, puis qu'on est des animaux, hein? On n'est pas au-dessus des animaux. On a besoin de cette leçon d'humilité-là que la nature nous donne, de rentrer en forêt comme si c'était un temple, sans faire de bruit. Puis là, on peut voir les animaux. Hein? On rentre avec douceur, puis bienveillance. Puis je pense qu'on va redevenir amis avec les Premières Nations comme ça. On parle beaucoup de réconciliation, mais... je pense que ça nous prend aussi des combats qui ont le pouvoir de nous fédérer. Puis c'est un combat très positif, la protection du territoire. Puis on est à une époque charnière en ce moment. Absolument. Alors, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir en parler comme ça, puis que ça voyage dans le monde. Puis le film va amener beaucoup d'éveil de conscience. Parle-nous de ce film, donc. Comment c'est venu? Qui l'a lu? Qui a fait qu'il va faire un film? Raconte. Ça a été vraiment comme dans un film, j'allais dire. Là, on a eu comme 4 offres en même temps. On ne s'attendait pas à ça. Là, en France, vraiment, ils ont focusé sur Sauvagine. Là, ils se sont dit, il y a quelque chose à faire. Ça fait des années qu'on a envie de parler de la condition animale, puis on ne sait pas par quel angle prendre ça. Puis le braconnage, je pense que ça sensibilise tout le monde. Puis on diabolise pas la chasse, au contraire. Je pense qu'il y a une noblesse dans les arts anciens de trapper, puis de chasser les animaux avec respect, puis en utilisant tout l'animal, puis même en faisant une prière, de démontrer notre gratitude. Comme le font les Autochtones depuis toujours. Il est temps qu'on apprenne ça, parce que le braconnage, on va faire un petit aparté, on va aller dans le braconnage. C'est quoi le braconnage? Pourrais-tu l'expliquer?
Le braconnage, c'est de chasser des animaux en dehors des périodes permises. Alors, souvent, on les protège dans des périodes de reproduction où on sait que les femelles ont des petits. Puis si on tue la mère, bien, les petits pourraient pas survivre. Alors, pour assurer vraiment une pérennité des espèces, ces fenêtres-là sont très importantes, le nombre aussi. Mais en faisant mon enquête, là, quand j'ai écrit Sauvagine, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens, là. Les limites permises, c'est des lois qui datent de plusieurs siècles. Puis, par exemple, l'été où j'ai écrit Sauvagine, ils ont aboli le quota sur le piégeage du lynx. Le lynx. Alors aujourd'hui, on peut piéger autant de lynx qu'on veut, même si c'est un animal qui est emblématique, qui est important dans la chaîne alimentaire, puis qui est rare. Moi, j'en ai jamais vu, là. J'ai habité 8 ans à temps plein dans la forêt, puis j'en ai pas vu un seul, là. Alors, pour moi, les animaux, ils ont vraiment une valeur mythologique. On est rendu à un point de rareté tel qu'on peut pas se permettre de braconner. Puis malheureusement, il n'y a pas assez d'agents de protection de la faune qui sont formés ou qui sont déployés sur le territoire. Juste au Bas-Saint-Laurent, il y avait, je pense, 4 personnes en poste. Pour tout le territoire. Dont 3 dans le bureau, là. Oui, 3 dans le bureau. Alors, quand on parle de braconnage, bien sûr, là, c'est chez nous, mais on entend beaucoup parler du braconnage avec les éléphants, les rhinocéros, bon, etc. Mais là, c'est chez nous que ça se passe. Oui. Alors, oui, c'est vrai que nous avons de grands espaces, de grands territoires, etc., mais ce n'est certainement pas une raison. Et le coyote. Le coyote. Le coyote. Mais le coyote, moi, je l'entendais comme une chorale, là. Il y en avait une 30 ou une quarantaine autour de ma cabane la nuit, là. Puis au début, j'étais terrorisée. Puis avec les années, c'est devenu une présence amicale, rassurante. Puis aujourd'hui, quand je suis en forêt puis j'entends des animaux la nuit, là, j'ai pas peur, mais je suis rassurée. J'ai l'impression d'être parmi les miens. C'est comme ça qu'on devrait se sentir. Les prédateurs, là, comme les requins, les loups, ne devraient pas nous faire peur. Ils ont bien plus peur de nous. Oui. Donc, le film t'a été proposé par des réalisateurs français. Oui. Et il y en a un qui est sorti du lot. Il a fallu faire un choix. Oui, il a fallu faire un choix. Okay. Et qu'est-ce qui a permis ce choix-là? On voulait faire une coproduction France-Québec. Pour moi, c'était très important que ça soit tourné ici avec de la musique québécoise, avec des comédiens québécois. Bravo. Puis pour vraiment donner mettre en lumière toutes les beautés d'ici. Puis je suis allée avec Fabienne Berthaud, là, qui est une femme de grand talent. Oui, puis qui venait de faire un film qui se passait en Mongolie chez les Tsatanes, les derniers peuples nomades. Alors quand je l'ai vue tourner parmi les rennes, puis dans leur yourte, là, qui vivent vraiment sur le territoire, je me suis dit, elle va être capable d'aller chercher ces images-là qu'on a ici, là, qu'il faut montrer au grand écran pour éblouir. Alors, quand est-ce qu'on commence à tourner? Je sais pas, mais ça s'en vient, là. Ça s'en vient, donc ça va se tourner ici, chez nous, sur nos lieux, finalement. Oui. Les lieux réels? Les lieux réels, j'espère autour de Gros-Pin, mais il y a 2 semaines, je suis allée découvrir un très bel arbre aussi à Sainte-Adèle qu'on a. Il y a un Gros-Pin à Sainte-Adèle impressionnant, là, qui est dans un quartier résidentiel. Mais moi, j'ai sangloté, là. J'ai vraiment été bouleversée par cet arbre-là. Alors, il y en a partout au Québec, puis je pense que chacun vraiment mérite qu'on s'y attarde, puis qu'on s'assure qu'ils sont en sécurité. Où en es-tu dans tes prochains écrits? Pour les prochains écrits, que se passe-t-il? Là, tu viens de sortir un recueil de poésie. Parle-en un petit moment. Ça fait 1 mois qu'il est paru. La forêt barbelée, le mot barbelé veut tout dire. Moi, c'est au figuré. Je ramassais premièrement du barbelé dans la forêt qui traînait au sol, qui datait de je sais pas quand. Mais je voulais lui donner comme des forces, un peu comme la rose dans Le Petit Prince avec ses épines. Je me dis, la forêt, il faut lui redonner des défenses. C'est les poèmes que j'ai écrits pendant les 8 années où j'habitais au Kamouraska. Alors, je trouvais que ça complétait bien. Puis mes lecteurs m'écrivaient, ils disaient, mais là, tu vas-tu en écrire un 4e? J'ai dit, je pense pas, là, je m'en vais vers d'autres choses, mais bon, je vais vous donner mes poèmes. Je pense qu'il y aura quelque chose après, peut-être plus tard, dans l'évolution, peut-être. On verra après le film, peut-être ça va ouvrir des portes que j'avais pas vues, là. Est-ce que tu joueras ton rôle? Pas complètement, mais ma main, oui, parce qu'on m'a demandé de faire les dessins, peut-être pendant le film. Est-ce que c'est toi qui vas adapter le scénario au film?
Moi, je suis consultante au scénario. Alors, Parfait. vu que ça va être écrit par une Française, ben, on voulait s'assurer que les tournures soient quand même québécoises dans les dialogues, là, que ça Absolument. jure pas. Ils feront ça, ils feront les voix en France. Il faut que ça sorte de chez nous en québécois. Ouais, ouais. Très bien. Donc, pour l'instant, rien sur le plateau d'écriture comme tel. Tu es en recherche, tu fouilles, tu regardes, tu explores. Évidemment, tu es maman, donc tu es occupée aussi avec ton rôle de maman. Qu'est-ce que tu espères de tout ça? Qu'est-ce que tu souhaites? Quel message souhaites-tu que les gens entendent suite à ces livres-là et à ce film? Parce qu'il y a des gens qui ne liront pas tes livres, mais qui verront le film. Et puis bon, c'est quoi ton espoir, ton vœu? Et que les gens prennent le temps de faire un bain de forêt. Parce que tout est là. Moi, ça m'a pris 800 pages pour l'expliquer. Là. C'est peut-être pour quelqu'un qui est en ville puis qui a besoin d'un divertissement puis qui a envie d'être en forêt, bien, je les invite à lire mes livres. Mais vraiment, ce que je veux entrer en tête, là, c'est que c'est important, ce lien-là avec le vivant. Ça nous guérit. Juste de respirer de l'air pur, on se sent mieux immédiatement après. D'aller passer juste une nuit dans un chalet, avoir froid. Tu sais, avoir froid, chauffer le poêle, on se rend compte qu'on est vraiment mal outillé, là. Moi, la première, hein, moi, je suis partie vivre dans la cabane en pensant que je m'en tirerais très bien parce que, bon, j'avais étudié, j'avais fait du camping à fond, mais non, j'étais pas prête à affronter l'hiver québécois. Alors, c'est important d'aller en nature puis de développer des liens d'amour, d'amitié comme ça avec des lieux, puis les montrer à nos enfants. Et nous avons oublié de mentionner quelque chose. Évidemment, tu dessines, tu es illustratrice, est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui, j'illustre mes propres livres. Oui, alors... elle illustre ses propres livres avec des dessins vraiment magnifiques. Un détail, moi, la plume d'ailleurs, entre autres, j'aime beaucoup, avec des dessins absolument fantastiques. Est-ce que tu vis de tes illustrations? Bien, je vis de mon écriture et des illustrations, ça va ensemble. Souvent, j'écris un roman, puis après me viennent les images. Je passe peut-être un mois à dessiner tout ce que j'avais pas réussi à mettre en mots. Puis après, j'insère ça dans le texte, puis j'ai l'impression que là, ça complète l'ambiance. Et je la trouverai pas, la plume. Elle est à la fin. Elle est à la fin, hein, c'est ça que je pensais pourtant. La voilà. Par exemple, la plume aussi. Voilà. Une plume de chouette rayée. Une plume de chouette rayée. Oui, puis j'observe le vivant. Tu sais, je prends des crânes d'animaux, des plumes, des cocottes, des paysages, puis là, je dessine ça à toute vitesse. C'est de toute beauté. Sans réfléchir. C'est de toute beauté. Est-ce que tu vis où en est ta traductrice, etc.? Est-ce que tu... Oui, bien là, je commence à traduire un roman là, Okay. sur une femelle cougar qui vit dans les Rocheuses. Bon. Alors, je suis dans son univers animal, puis ça s'inscrit bien. Pour moi, c'est une pause mentale après avoir beaucoup créé. Là, je fais de la broderie. Là, je traduis un très beau texte. Là, Eh bien, Gabrielle, merci. Merci pour cette belle entrevue. Merci pour ces beaux ouvrages. Merci de nous ouvrir la conscience, de nous faire face à de nous mettre face à notre réalité. Et j'espère que ça va porter fruit grandement pour nous et pour les générations à venir. Merci, Gabrielle, d'avoir été là. Merci beaucoup. Jamais assez de temps avec de tels auteurs, autrices, écrivains, écrivaines qui ont le cœur dans leur plume. À la prochaine.